si rien ne change, Il faudrait 33 ans pour atteindre la parité dans les instances de décision. il est temps d'aller plus vite. Accélérons le mouvement. Assise de la parité, le 28 juin 2022. Inscrivez-vous sur assise-parité.com. Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être ici avec nous sur cet atelier des Assises de la parité qui est dédié à la finance responsable, mais dans le sens, pas ce que l'équité doit nous apporter à nous, mais ce que nous, finances responsables, nous pouvons apporter pour augmenter la parité des genres et la parité, la diversité auprès de nos interlocuteurs, auprès de nos clients et auprès de nos partenaires. Donc, je suis très contente ici d'avoir un panel très diversifié et avec des expertises très différentes. Donc, il y aura Fanny Picard d'Alter Equity. Bonjour Fanny, si tu peux dire un mot sur qui tu es. Bonjour Claudia, merci beaucoup de cette invitation à participer à ce débat sur un sujet qui me tient réellement à cœur. J'ai créé Alter Equity qui a été à l'époque la première société de gestion visant à investir de manière utile à la société pour soutenir l'intérêt général dans sa double dimension sociale et environnementale. Concrètement, nous investissons au capital de start-up qui ont 2 à 3 ans d'existence, un chiffre d'affaires en général entre 2 et 10 millions d'euros, ça peut être un petit peu plus ou un petit peu moins, qui sont utiles donc à la société en étant utiles à l'environnement ou aux personnes par leur activité, à qui nous demandons en outre de progresser dans leur pratique de gestion vers plus de responsabilité, y compris sur des questions de diversité, le tout en recherchant un rendement pour nos souscripteurs. Merci Fanny. Il y a avec nous Delphine Rioux, chez BNP Paribas Asset Management, et je pense qu'elle pourra aussi nous expliquer qu'est-ce qu'elle fait. Oui, donc bonjour et merci de l'invitation. Donc moi je suis analyste ESG, donc E pour environnement, S pour social et G pour gouvernance. Et je suis aussi responsable de la recherche ESG sur le thème de l'égalité et de la croissance inclusive. Parfait. Nous avons aussi l'ADI, Association pour le développement et l'inclusion. En fait, c'est la première institution de microfinance en France. Nous avons avec nous Aïssatou Sow. Bonjour Aïssatou. Bonjour à tous. Donc Aïssatou Sow, je suis responsable des partenariats publics à l'ADI. L'ADI, qui en effet est une association qui finance à travers le microcrédit accompagné des personnes qui sont exclues du système bancaire ou financière pour qu'elles créent leur propre activité et donc leur propre emploi. Et nous avons aussi Édouard Barrault, chez BNP Paribas, qui est responsable de l'engagement auprès des retail markets. Bonjour. Bonjour, ravi d'être ici. Effectivement, je suis responsable adjoint de la stratégie Sustainable Finance, donc finance durable, pour les banques et aussi les métiers spécialisés, donc que ce soit le prêt à la consommation ou le leasing ou alors la partie automobile. Et puis je suis aussi, j'ai la chance d'être responsable d'un réseau de femmes qui s'appelle aussi le Financial Alliance for Women et du réseau interne avec BNP Paribas. Donc de ce lien entre un réseau externe et un réseau interne de mentors. Parfait. Et de mon côté, donc Claudia Belli, je suis chez BNP Paribas aussi et responsable des relations avec la société civile et de l'inclusion financière. Et donc dans les deux cadres, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour favoriser l'égalité entre les femmes et l'égalité de tout type de genre. Donc, sur cet atelier, je voulais aller sur 2 thématiques principales qui sont d'abord les produits financiers. Et comment peut-on, nous, en tant que financiers, parce que nous sommes tous des financiers, du micro au macro et en passant par toutes les étapes, comment pouvons-nous faire pour augmenter la parité auprès des institutions, auprès des sociétés, auprès des corporates, auprès aussi des particuliers. Donc peut-être pour cela, je commencerai par, on va du plus micro, donc les micro-bénéficiaires. Donc on commence avec Aïssatou, pour après faire un peu un lien et aller du plus en plus grand. Et, avec l'idée de dire, est-ce que la finance peut faire quelque chose? Et est-ce que vous avez vu que nous, quand on veut, quand on est volontariste, on peut vraiment augmenter la parité? Alors c'est vrai qu'on voit qu'il y a de plus en plus cette envie d'entreprendre aujourd'hui en France.
Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, entre les hommes et les femmes, il y a la même volonté d'entreprendre, les mêmes motivations, mais pour autant, le monde entrepreneurial reste quand même majoritairement masculin. On est en France à 40% de créations d'entreprises qui sont créées par des femmes. À la DIN, on est un peu plus au-dessus. On est à 44% en 2021 de création par des femmes. C'est pas mal, c'est en progression comparé aux années précédentes, mais c'est pas suffisant. Et c'est vrai que nous, le message qu'on porte aujourd'hui, c'est dire qu'en effet, il faut arriver à la parité. Mais la parité, pour nous, c'est pas uniquement arriver à 50-50, 50% de création par des femmes, 50% par des hommes, parce que les femmes font face à des difficultés qui sont plus importantes, qui sont plus complexes et qu'il faut arriver à déconstruire. Et donc, dans ce sens-là, on a mené une étude avec le groupe EGAE, qui est une agence spécialisée sur les questions d'égalité femmes-hommes, sur justement qui sont ces femmes que l'ADI soutient, ces femmes qui sont exclues du système bancaire mais qui créent quand même leur activité, quel est leur parcours entrepreneurial, quelles sont nous aussi nos pratiques vis-à-vis de ces femmes pour voir justement comment on peut mieux répondre et comment on peut arriver à cette parité dans l'accès aux droits à l'initiative économique. Et là-dessus, le premier frein qui est ressorti, c'est la question du financement. On savait déjà d'une étude externe que les femmes sont deux fois plus victimes de rejet de leur demande de financement que les hommes quand elles souhaitent créer leur boîte. Mais ce qu'on a vu aussi, nous, dans nos pratiques, c'est qu'elles ont des plans de financement plus petits, ce qui fait qu'elles vont avoir des demandes de financement, des prêts qui auront des montants inférieurs de 33% comparés aux hommes. Ce qui fait aussi qu'elles sont aussi 25% à considérer qu'elles ont sous-estimé leurs besoins de financement. Et donc là, il y a une vraie question de comment ça se fait qu'elles sous-estiment leurs besoins de financement et comment nous, on peut agir là-dessus. Ils sont venus ensuite comme frein l'autocensure et le syndrome de l'imposture et ce manque de confiance en soi qui fait que les femmes vont moins développer, ça va avoir un impact en tout cas sur le développement de leur activité. Et puis la charge familiale qui incombe encore aux femmes. Ce qui est ressorti de notre étude, c'est qu'elles sont 15% à avoir cessé leur activité du fait d'une évolution de leur projet personnel, contre 8% des hommes. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a des disparités entre les femmes. Les femmes qu'on soutient, qui sont issues du milieu rural, étaient 43% à affirmer que créer leur entreprise leur a permis de mieux concilier les deux. Tandis que les femmes des quartiers, elles, disent qu'au contraire, c'est plus compliqué pour elles, en tant qu'entrepreneurs, de concilier la vie de famille avec l'activité professionnelle. Et donc là aussi se pose la question de comment, avec les partenaires, comme avec BNP par exemple, avec qui on travaille beaucoup sur la question des quartiers, comment on peut accompagner ces femmes pour qu'elles arrivent à mieux concilier les deux. Donc voilà, tout ça nous a permis d'avoir un panorama des freins et de se rendre compte que des conséquences aussi de ces freins sur les activités des femmes, c'est des projets de plus petite envergure, c'est du coup des chiffres d'affaires aussi qui sont plus bas. Ce qui est ressorti de notre étude, c'est qu'elles ont un chiffre d'affaires de 34% inférieur à celui des hommes, et puis des entreprises aussi moins pérennes. Et donc c'est important que nous, en tant qu'acteurs qui financent en plus vraiment ces micro-entreprises, ces activités créées par des femmes qui ne viennent pas du milieu le plus aisé, comment on peut répondre à ces freins-là et comment on peut agir pour faire en sorte que plus puisse créer. Merci, c'est très, très impressionnant d'avoir des chiffres aussi concrets sur la France. Peut-être en restant dans les petits, donc dans les clients particuliers, je me tourne vers toi, Renaud, parce que je me demandais, en dehors de la France, qu'est-ce qu'on a vu comme produit, comme accompagnement, mais vraiment financier, sur les femmes? En général, quand même, on a 3 paliers dans la plupart des pays que nous avons chez BNP Paribas, que ce soit bien au Maroc, en Ukraine, en Turquie. C'est toujours à peu près le même schéma. C'est un schéma qu'on voit assez souvent, déjà de networking, comment mettre en relation ces différentes clientes pour qu'elles se passent aussi leurs meilleures pratiques, pour qu'elles voient aussi leur réussite. C'est le côté un peu le rôle modèle. Il y a toute une partie qui est après sur le mentoring, c'est-à-dire que ce soit du mentoring externe ou interne chez BNP Paribas. Le but aussi, c'est de faire en sorte que ces clientes puissent avoir des soutiens sur la partie marketing, sur la partie réseaux sociaux, mais aussi évidemment sur la partie financière, donc tout ce qui est financial literacy. Donc ça, c'est les 2 premiers piliers. Et c'est vrai que dans certains pays où nous n'avons pas
cette possibilité de créer des produits spécifiques pour les entrepreneurs féminins, les entrepreneurs, on a déjà quand même ces piliers. Parce que parfois c'est compliqué, parce que l'écosystème, particulièrement en Ukraine en ce moment, est assez compliqué pour créer des produits de ce type. Et puis après, il y a quand on peut effectivement financer les entrepreneurs, donc que ce soit au moment du lancement de l'activité ou alors de l'essor de l'activité. On a pas mal de produits. Effectivement, au Maroc, c'est quelque chose qu'on fait déjà. On a des prêts pour l'activité. Même chose en Turquie. On a aussi des prêts spécifiques. Au Maroc, on peut avoir par exemple des comptes courants gratuits pendant 6 mois pour aider au lancement de l'activité. Donc il y a ce genre de choses. Et puis après, pour les petites PME, on peut aussi avoir des choses un peu spécifiques. Il y a ce qu'on appelle maintenant désolé d'être un peu technique, c'est le Sustainability Linked Loan. Donc c'est des prêts qui sont liés à la durabilité. Et dans ces prêts, il y a ce qu'on appelle des KPI, des indicateurs de performance qui peuvent être soit liés à l'environnement, mais il y a aussi des indicateurs de performance qui peuvent être liés à la gouvernance. Donc on peut tout à fait imaginer, ça existe déjà. Alors après, ce n'est pas encore très répandu dans les PME et encore moins effectivement en dehors de France, mais d'avoir des indicateurs qui sont liés effectivement à avoir une gouvernance, dont un nombre de salariés, une parité sur le board ou sur les salariés qui soient à peu près équivalents. Donc on a déjà tous ces sujets-là. Après, il reste à les étendre. Puis après, il y a aussi toutes les aides d'État, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des aides d'État, il y a des aides européennes pour l'entrepreneuriat féminin. La Banque européenne de développement est très puissante sur ce sujet, la Banque d'Afrique aussi, la Banque africaine de développement. Et même chose, ces aides existent, mais comment accéder à ces aides? C'est parfois aussi compliqué quasiment que de créer son business. Donc là, il y a une banque, par exemple en Italie, qui vient de lancer un produit qui consiste essentiellement à donner les moyens aux entrepreneurs d'accéder aux aides d'État, aux aides européennes, et puis après, effectivement, de continuer de devancer le financement qui va arriver. Voilà. Ce qui m'amène à la difficulté qu'ont les femmes entrepreneurs à lever des capitaux. Mais avant d'arriver au stade qu'on peut lever des capitaux, on parle aussi de microfinance, où en fait, aider la microfinance, même dans le monde, ça aide indirectement toujours les femmes. Nous avons vu, effectivement, même dans notre portefeuille de crédits, 270 millions de crédits directement entre les pays européens et les États-Unis et les pays émergents, où 80-90% ce sont des femmes. Et on pense qu'effectivement, c'est les meilleurs moyens de pouvoir les accompagner pour leur donner cet empowerment, cette capacité d'entreprendre leur vie et puis ensuite de faire grandir leur société. Mais une fois qu'on a créé une société, qu'on a fait grandir une société, on a besoin de capital. Et du coup, c'est là que je me tourne vers Fanny. Parce que voilà, Alter Equity, ça fait partie de ces fameux fonds à impact social qui sont en France. Il y en a de plus en plus, mais malheureusement pas encore assez. Mais du coup, la première question que je me posais est quand on est une femme entrepreneur, est-ce que c'est plus compliqué de lever de l'argent et aussi, c'est aussi compliqué de lever aussi des financements derrière? Malheureusement, oui. Les chiffres le montrent. Seulement 12% des entreprises qui sont soutenues par des fonds de private equity en France sont dirigées par des femmes. Alors que nous sommes 53% de la population, nous représentons 53% de la population et à peu près ce montant, en tout cas 50% ou plus des diplômés des grandes écoles de commerce. Donc c'est beaucoup plus difficile pour les femmes et comme vous l'évoquiez, elles lèvent des montants qui sont moins importants. À quoi est-ce que c'est dû? Est-ce que c'est parce qu'elles demandent des montants moins importants ou est-ce que ce sont d'autres biais? Parce que ce sont des biais qui les conduisent à demander des montants moins importants que leurs homologues masculins? Ou est-ce que ce sont d'autres biais chez les investisseurs qui les conduisent à avoir moins confiance dans un projet porté par une ou des femmes? Je ne sais pas, mais en tout cas, le résultat est là et il est énorme. Enfin voilà, 12% seulement des entreprises financées par des fonds dirigées par des femmes. Le propos était annoncé en ouverture de cette table ronde. Il y a de plus en plus d'équipes mixtes. Elles représentaient en 2021 24% des équipes dirigeantes de start-up. 24%, c'est moins d'un quart, c'est disons un quart. Pourquoi un quart alors que nous sommes la moitié? Et là, on parle d'équipes mixtes, c'est-à-dire un homme et une femme, ou bien en tout cas au moins une femme dans une équipe. C'est plus que l'année précédente, qui était à 21%. Donc la courbe est favorable,
mais enfin, il faudrait beaucoup d'années pour arriver à la parité dans les équipes dirigeantes. Nous, chez Alter Equity, nous avons, avec notre premier fonds, investi dans 4 entreprises sur 12 dirigées par des femmes. Donc nous avions un tiers de nos participations qui étaient dirigées par des femmes et nous étions extrêmement fiers parce que c'est, à notre connaissance, le meilleur résultat en France à l'époque. Mais on tombe sur un autre sujet et que vous évoquiez, c'est que il y a beaucoup moins d'entreprises qui se présentent à nous et qui sont dirigées par des femmes que par des hommes. Ça représente chez Alter Equity entre 10 et 20% du deal flow. Donc c'est très peu, c'est beaucoup trop peu. Et face à cela, je crois que nous devons tous exercer notre responsabilité, comme dans chaque dimension de notre vie, peut-être en faisant un petit peu de discrimination positive, en aidant les femmes, en tout cas quand le projet est de qualité, et puis en essayant d'aider dans toutes les dimensions de notre vie à identifier ces biais et à les refuser pour permettre l'évolution vers une société qui comprendra, qui acceptera que les femmes doivent être aux mêmes positions de pouvoir que les hommes, parce qu'il me semble que nous sommes dans une société qui accepte que les femmes soient dans des situations d'influence, mais qui a encore beaucoup de mal, en tout cas un certain nombre de personnes, pas tout le monde, et qui d'ailleurs sont autant des hommes que des femmes. Ce ne sont pas seulement les hommes qui ont ce problème, mais voilà, une population française qui a encore du mal à voir des femmes en situation de pouvoir. Alors il y a des initiatives, par exemple ce groupe Sista qui d'abord a lancé des études, notamment avec le BCG, le Boston Consulting Group, pour évaluer cette disparité, et puis qui a lancé des initiatives comme par exemple cette vidéo que certains d'entre vous ont vue, où l'on voyait des hommes interrogés en leur posant les questions qu'on nous pose à nous, les femmes, en permanence, et on voyait en les posant aux hommes à quel point elles étaient étonnantes et à quel point on nous mettait dans une case sans même le vouloir, c'est-à-dire que les journalistes ne le souhaitent pas quand ils le font. Et ça participe de ces biais, ou alors ils avaient publié une pleine page dans certains journaux, dont Le Monde, et c'était très très amusant. Beaucoup se sont laissés prendre, où ils disaient Dominique commence sa journée en faisant, etc. Et il y avait tout le déroulé de la journée de Dominique, et à la fin on vous posait la question de savoir si Dominique était un homme ou une femme, et tout le monde tombait dedans parce que Dominique était allé s'occuper de son enfant, le chercher chez le dentiste et je ne sais plus quoi d'autre, et donc forcément Dominique était une femme, et bien non, en fait Dominique était un homme. Mais voilà, et ça illustrait très bien l'importance de ces biais, et je pense que cette pédagogie vis-à-vis des biais fait partie des actions que nous pouvons avoir pour emmener notre société vers la parité. Et est-ce que du coup, parce que Sista a créé effectivement des quotas dans l'investissement, est-ce qu'on parle des quotas dans les conseils d'administration? Est-ce que ça a un sens pour une société de private equity de mettre des quotas dans les investissements? Il faut au minimum 10%, c'est ce que disait Sista, d'investissement dans des sociétés gérées par des femmes. C'est ce que nous avons souscrit, et avec une ambition d'aller à 25%, si je me rappelle. Et puis, est-ce qu'il y a la même chose dans un environnement plus grand? Donc, première réponse pour Fanny, mais ensuite, du coup, ça sera pour Delphine. Je fais partie des gens qui sont à la fois pour et contre les quotas. Je suis contre parce que je n'aime pas ça, et parce que je trouve que ça dévalorise la qualité des personnes qui vont être choisies au départ, mais je suis contre parce que quand je vois l'importance de ces biais, je me rends compte qu'il faut agir vite et fort, et rien de tel que les quotas ne fonctionne. Quand on a fait passer cette loi Copé-Zimmermann que tu évoquais, Claudia, sur les conseils d'administration, tout le monde a dit mais enfin, on ne va jamais trouver de femmes suffisamment compétentes pour composer les conseils. Aujourd'hui, nous y sommes, d'ailleurs un petit peu plus, et personne ne dit qu'il y a un problème de compétences dans les conseils. Il n'y en a pas. Et donc ça marche. Et ça a marché. Donc voilà, c'est le seul moyen d'avancer rapidement. Si on veut aller vite, c'est le seul moyen. Mais du coup, tournons-nous au plus grand, en fait. Chez Asset Management, ça veut dire la création de fonds d'investissement, la sélection de fonds d'investissement. Ensuite, ça veut dire aussi proposer ces fonds d'investissement à des investisseurs institutionnels ou pas. Et donc, du coup, comment ça se passe et comment est prise en compte la question du genre dans les produits que tu vois passer? Donc juste pour donner le contexte, la gestion d'actifs, c'est on va investir sur des véhicules financiers qui sont cotés ou pas cotés, sur différents supports. Ça va être entreprises,
État, projet d'infrastructure, projet immobilier. Donc en fait, c'est une variété de choses et variété de dimensions. Et c'est pour ça que tu faisais référence à la macro. Donc ce qui est important pour nous, c'est de fixer un cadre. Et nous l'avons fixé, la diversité, c'est un des piliers principaux en fait, de notre stratégie d'investissement responsable. On l'a appelé, égalité et croissance inclusive. Donc ça fait vraiment référence à la parité. Et pourquoi on le fait? Parce que les études montrent, et nous avons la conviction aussi, que la diversité, la parité, ça va être facteur de surperformance financière et de création de valeur à long terme. Donc notre objectif, c'est d'identifier les entreprises, je vais parler principalement des grandes entreprises, d'entreprises qui vont promouvoir la diversité et répondre aux enjeux sociaux. Donc on a développé tout un axe de stratégie, tout un axe de réflexion autour des enjeux sociaux que je vais balayer très rapidement. C'est l'accessibilité aux produits et services pour tout le monde, donc le progrès pour tous. Ça va être les inégalités de revenus et ce sera aussi les inégalités d'opportunités. Et ce qu'on entend par inégalité d'opportunités, ce sont les discriminations. Discrimination de genre, discrimination d'origine ethnique, discrimination d'âge. Et donc, il faut qu'on identifie les entreprises qui vont faire la promotion de la diversité pour casser ces discriminations-là. Donc, au sein de BNP Paribas, on a développé un outil de notation ESG qui est propriétaire, donc sur lequel on a la main et le contrôle. Et donc, on a mis un focus particulier sur la diversité. Et donc, ça, c'est un cadre en fait qui prévaut pour tous nos investissements. Ensuite, nous avons aussi développé une gamme de fonds d'investissement sur la thématique sociale. Et je vais partager l'anecdote sur la création d'un fonds sur lequel on a mis un focus particulier sur la diversité, qui s'appelle Croissance inclusive, qui, entre parenthèses, est géré par 2 femmes. Voilà. Et en fait, ici, en fait, nous avons le focus qu'on a fait sur la diversité. On est dans un contexte où on est sur un univers d'investissement de multinationales. Donc on se dit comment on fait pour promouvoir la diversité sur ce genre d'univers. Et pour nous, en fait, il y a 2 leviers pour promouvoir la diversité. Le premier levier, c'est en fait d'encourager les entreprises à augmenter le pourcentage de femmes dans tous les strates managériales. On parlait des quotas. Et donc ici, l'idée, en fait, c'est de descendre du conseil d'administration et de percoler jusqu'aux strates managériales inférieures. Pourquoi, en fait? C'est pour que les entreprises, elles constituent un vivier de femmes qui, potentiellement, ensuite seront candidates quand il s'agira de prendre une place, en fait, au sein du COMEX. C'est important parce que sinon, puisqu'on parle du niveau macro, sinon, si elles ne le font pas, ça veut dire que les entreprises qui vont vouloir diversifier leur COMEX, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire du poaching, c'est-à-dire elles vont aller recruter à l'extérieur. Et donc, en fait, finalement, pour la société, c'est un jeu à somme nulle. On n'aura pas progressé. Le deuxième levier, c'est l'égalité salariale. L'égalité salariale, c'est en fait un facteur de négociation entre les hommes et les femmes. Tant que les inégalités salariales vont perdurer, la société va toujours considérer que c'est à la femme de concilier vie pro et vie personnelle. Et donc, en fait, c'est très important en fait, de surveiller ça, parce que les inégalités salariales, elles existent dès l'entrée sur le marché du travail. Or, la carrière d'une femme, c'est très rapide, entre guillemets, parce que en fait, le moment où la carrière, elle s'accélère, c'est vers 30 ans. Et c'est au moment où les femmes, justement, ont leur premier enfant. Voilà. Et ensuite, malheureusement, elles payent les interruptions liées à la maternité dans leur carrière. Donc, en fait, ça paraît tout simple sur un univers de multinationales. Et en fait, ça a été un vrai challenge de trouver des données. Parce qu'il y a 2 problèmes sur les données. Déjà, un, sur la définition, en fait, des données qu'on va nous donner, que l'on a à travers nos providers, nos fournisseurs de données. Et 2, c'est la couverture, c'est-à-dire combien d'entreprises vont réellement reporter sur le pourcentage de femmes sur ce qu'on appelle le niveau intermédiaire de management. Est-ce que les entreprises vont reporter sur l'écart salarial? En fait, non, il n'y a pas beaucoup il y a donc une faible couverture des données. Donc en fait, on a dû mobiliser toute une équipe d'ingénieurs quantitatifs pour développer un modèle que pour ces 2, entre autres que pour ces deux indicateurs. Donc c'est un constat et bon, finalement ce modèle il est assez innovant parce qu'il a été reconnu par nos pairs, mais ça amène en fait à devoir engager avec les entreprises pour les forcer en fait à publier davantage
Et je reviens sur l'écart salarial, ça c'est quelque chose d'important. Il faudrait qu'on puisse engager les entreprises pour qu'elles publient, exiger d'elles au moins qu'elles fassent la modélisation des écarts salariaux au sein de leur entreprise. Du coup, ça veut dire qu'on peut parier aussi sur le fait que quand une entreprise est gérée dans un exemple de parité, donc quand elles amènent et font grandir aussi des femmes, elle ira mieux. Donc, et du coup, elle devrait avoir aussi un bénéfice supérieur, ou en tout cas un bien-être supérieur parmi les salariés qui devrait retentir après auprès de tout le monde. Tout à fait, tout à fait. En fait, on a des études académiques qui montrent effectivement d'un point de vue personnel et ensuite le bénéfice pour l'entreprise. C'est-à-dire que c'est un facteur de meilleur rendement, de meilleure performance financière sur le long terme. Et du coup, tout en cherchant un peu qu'est-ce qui sont les produits financiers dédiés aux femmes, j'ai vu que même à la gestion privée, du coup, il y a des indices dédiés aux femmes. J'ai regardé un indice qui était Apollo Gender Equality Inclusion, qui effectivement parie sur le fait qu'une des entreprises ils investissent sur des entreprises qui ont une meilleure politique de diversité et une meilleure politique salariale et des meilleurs échelons hiérarchiques et que du coup elles vont être plus performantes. Et du coup, ils parient sur le fait qu'un investissement dans ces entreprises va être plus profitable pas pour les investisseurs. Et dans le même sens aussi, quand on pense à finance sustainable, donc dans des grands niveaux, je pense aussi à Sustainability Linked Loans pour des grandes sociétés et Sustainability Linked Bonds. Et notamment, il y en a qui visent spécifiquement une parité des genres. Notamment, je pensais à celui de Schneider Electric, qui vient d'être émis et sur lequel il y a 3 indicateurs, 3 KPIs, et qui sont des indicateurs 50% de recrutement femmes, au moins 40% des postes managériels des femmes et au moins 30% des dirigeants, et ceci à 2025. Donc, en mettant ça en étant très proactif, du coup, si Schneider arrive à le faire, elle aura un taux de crédit inférieur, parce que du coup, les taux de crédit est lié à ces critères de sustainabilité. Et en même temps, on aura fait un peu un push vers cette parité. Et du coup, peut-être on revient maintenant à quels produits et services. Donc, on a bien vu que c'est essentiel, qu'on peut faire des choses. On a fait des produits financiers. Comment y arriver et quels sont du coup les services que nous avons vus et que nous avons vu appliquer pour pouvoir y arriver. Donc, je recommence à peut-être du micro encore, parce que c'est toujours par là que tout commence finalement. C'est vrai que sur la question du financement, elle a dit on n'a pas l'ambition de créer un produit financier spécifique pour permettre aux femmes de créer leur entreprise, parce qu'on estime que finalement le problème, il n'est pas tant dans le microcrédit, mais dans la posture qu'adoptent les femmes vis-à-vis de ce produit. Et donc tout le travail qui va être mené en interne, c'est de voir comment on peut, avec les équipes, combler ce fossé qui existe entre les hommes et les femmes, et comment les conseillers et les conseillères ADI peuvent les accompagner pour qu'elles aient une estimation réelle de leurs besoins et pour avoir un microcrédit en accord et en adéquation avec l'ambition qu'elles souhaitent donner en tout cas à leur projet. Et ensuite, ce sur quoi on voudrait travailler, c'est surtout le volet accompagnement. Et là, je rejoins un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur le networking. C'est vrai que c'est extrêmement important, le rôle modèle, l'échange entre pairs, voir que si toi tu peux le faire, alors moi aussi je peux le faire. C'est quelque chose qui est beaucoup ressorti de notre étude et qu'il faut qu'on développe davantage. C'est ces clubs d'entrepreneurs, mais aussi par la communication, mettre en valeur des femmes qui sont Madame Tout-le-Monde, parce que finalement, ces femmes que nous on soutient, ce qu'elles voient, les quelques portraits qu'elles peuvent voir de femmes qui entreprennent, c'est beaucoup de femmes qui ont un bac+5, qui ont un réseau, qui ont aussi des moyens, et donc elles ne se reconnaissent pas là-dedans. Et c'est aussi pouvoir leur montrer que entreprendre, c'est être une femme entrepreneur, c'est aussi être Madame Tout-le-Monde, et que je peux être mère, célibataire, et j'entreprends, et ça se passe très bien. C'est aussi important pour nous de pouvoir mettre en valeur ces portraits-là qui sont très valorisants et dans lesquels chacune peut se reconnaître. Et si nous allons en Afrique, en revanche, est-ce qu'on voit des produits spécifiques ou plutôt des services spécifiques qui peuvent être utilisés pour accompagner les femmes vers l'entrepreneuriat? Oui, en fait, c'est à peu près ce que disait, c'est tout. C'est la même chose. C'est-à-dire que de toute façon, il faut qu'elles se mettent en réseau, parce qu'effectivement, il y a un souci. Alors, je ne sais pas pourquoi, quelle est la raison qui fait que
les femmes vivant ont plus de mal à structurer leur réseau que les hommes. Aucune idée. Étant un homme, c'est un peu compliqué pour moi d'avoir une réponse là-dessus. Et puis après, il y a aussi une question de communication. C'est vrai que ce soit en Afrique, mais aussi par exemple en Pologne, on n'est pas sur des entrepreneurs du web, on est sur de nos grosses clientèles, ce sont des agriculteurs, donc des fermiers, même pas des gros, mais vraiment des petits fermiers, donc des petites fermières aussi. Et c'est vrai qu'une des choses qu'on essaie de mettre en œuvre, c'est de les mettre en avant, et effectivement comme rôle modèle, mais rôle modèle classique, enfin pas incroyable, mais juste des gens qui font leur job comme les autres, mais quand même qu'on essaie de mettre en avant et à qui on essaie de donner des savoirs supplémentaires sur l'agriculture durable, puisque c'est quand même aussi le sujet. Enfin, voilà, donc c'est communication externe, parce qu'une banque, ça a quand même un pouvoir de communication externe qui est quand même un peu élevé, donc on s'en sert aussi. Et puis après, effectivement, toujours le rôle du mentoring, comment faire en sorte d'avoir des gens qui sont un peu spécialisés sur l'entrepreneuriat féminin, parce que malgré tout, il y a un sujet effectivement de comportement. Donc on essaie de créer des réseaux en France, il y a à peu près 300 personnes qui sont sur ce sujet-là. Donc on essaie de faire grossir ce rosaire en interne pour pouvoir aussi l'externaliser et aider après les femmes dans les différentes typologies de femmes qu'on a dans les clients. Je vois aussi trois projets qui sont en train de se faire en Afrique, notamment AgriFed, un projet sur le Sénégal qui accompagne 15 000 agricultrices sénégalaises dans le nord du Sénégal vers une éducation, un premier, et grâce à cette éducation, pour pouvoir après demander à l'État de pouvoir acheter ou de pouvoir cultiver leur propre terrain, en fait, parce que le manque d'éducation fait qu'elles ne pourront pas être attribuées d'un terrain. Donc déjà, on voit l'importance de l'éducation. Je pense aussi à un autre projet, donc le projet AgriFed, dont nous le soutenons avec UN Women. Et je pense aussi à un autre projet qui a été développé par la B6, qui est notre banque BCC en Côte d'Ivoire, et qui est sur les marchés. Donc un projet de formation sur les marchés avec des vidéos en langue locale. Oui, effectivement, ça fait partie des choses. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique de formation des femmes entrepreneurs sur des marques. Donc, entrepreneurs, ça peut aller, on pense tout de suite aux stars du web, mais ça peut être des commerçantes sur un marché, c'est une entrepreneuse, un entrepreneur. Et donc, il faut aussi lui donner des clés qu'elle n'a pas forcément, ou en tout cas l'aider à structurer des business. Donc, et c'est vrai qu'une des choses qu'on a trouvées, c'est de se dire, ben voilà, est-ce qu'on ne peut pas juste créer des vidéos pour que nos clientes puissent structurer leur commerce sur les marchés d'Abidjan, par exemple, pour commencer. Donc on leur a donné juste des vidéos de structuration, de ce qu'on appelle le financial literacy, donc d'aide à la structuration financière de leur business. Donc ça, c'était en Wolof, parce que le but, c'était... Non, Wolof, je me trompe un petit peu, mais bref, en langue locale. Sinon, je vais complètement partir au Sénégal, je crois. Exactement. Voilà. Et toujours aussi sur l'Afrique, nous avons signé notre premier Development Impact Bond, donc un contrat impact du développement qui permettra aux jeunes filles de pouvoir mieux gérer l'hygiène menstruelle. Parce qu'en fait, le simple fait d'avoir les règles en Éthiopie veut dire qu'on ne peut pas aller à l'école. 25% des jeunes femmes n'ont pas les possibilités d'avoir des protections hygiéniques et donc ils sautent l'école. Donc du coup, évidemment, on comprend bien qu'il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus de suite. Donc on voit bien que l'éducation, c'est peut-être la base. Et c'est grâce à cette éducation à tous les stades que du coup on pourra pouvoir amener plus de femmes dans d'autres niveaux. Mais du coup, en pensant éducation, mais pas le même type d'éducation, mais éducation dans les boards, je pense que Delphine aussi a un sujet donc de advocacy, ou comment ça s'appelle? Oui, nous appelons ça le stewardship. Le stewardship, exactement. Le stewardship, en fait, donc nous sommes investis dans les entreprises, et à ce titre-là, nous sommes actionnaires, ce qui nous donne le droit de voter aux assemblées générales. Et on utilise en fait cette possibilité-là pour dialoguer les entreprises et aussi finalement influencer leur stratégie ou leur gouvernance. Et donc on appelle ça le stewardship. Et ceci, c'est une action qui fait partie de notre stratégie et qui est complémentaire de nos produits d'investissement. C'est comme un dispositif finalement, comme vous le nommiez.
Et en fait, nous nous sommes dotés de politiques de vote sur plusieurs sujets, la rémunération, mais aussi sur le sujet de la diversité au sein des conseils d'administration. Donc notre politique de vote, elle est en fait, elle a une approche différenciée par région. Donc on exige 30% d'équilibre homme-femme, un minimum de 30% au sein des conseils d'administration pour l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Et dans cette optique différenciée, 15% dans les pays du continent asiatique, africain, Amérique latine. Donc en fait, comment ça se traduit? Enfin, ça veut dire quoi concrètement? Par exemple, en 2021, nous avons voté contre 40% des résolutions de nomination au sein du conseil d'administration. Donc on a un vrai pouvoir à travers ce vote. Et en parallèle finalement de ce vote, on engage aussi avec les entreprises. Donc c'est ce qu'on appelle le dialogue actionnarial. Et nous avons rencontré, donc sur l'année précédente, il y a à peu près 40 entreprises qui ont été rencontrées sur le thème de la diversité. Et l'engagement a conduit finalement à un tiers de ces entreprises de changer la composition de leur conseil d'administration pour pouvoir répondre à nos exigences de représentation des femmes au sein du conseil d'administration. Et l'autre aspect, en fait, c'est l'étude qui a été faite en 2022 là, sur l'efficacité de notre politique de vote. Donc on a comparé les entreprises, la représentation des femmes au sein du conseil d'administration dans lesquelles nous sommes investis, face à un univers d'investissement de 17 000 entreprises. Et en fait, ce qui est ressorti de cette étude, c'est qu'à travers notre vote, à travers notre stratégie, dans les entreprises dans lesquelles nous sommes investis, le pourcentage de femmes au sein du conseil d'administration est de 25% contre 18% pour le reste de l'univers. Donc voilà, donc ça vient nous encourager à poursuivre dans cette voie. Voilà, vous parliez des quotas, le conseil d'administration, est-ce que c'est un mal nécessaire? Oui, nous avons la conviction que c'est un mal nécessaire parce que le conseil d'administration, quand la loi a été votée, enfin autour de 2011, il y avait 10% de femmes au sein des conseils d'administration. Donc en France, bien sûr, comme c'est réglementé, c'est 40%. En Europe, vient de se décider enfin de se fixer aussi des pourcentages de progression. C'est important le conseil d'administration parce que l'objectif, c'est d'aller plus loin ensuite, c'est de descendre ensuite dans les strates managériales. Et c'est vrai que partir du conseil d'administration, c'est aussi le cœur en fait je dirais le poumon d'entreprise, c'est là où se prennent les décisions névralgiques. Donc voilà, donc c'est pour rebondir sur votre question de tout à l'heure, c'est un mal nécessaire le quota. Je pense qu'il nous reste encore 10 minutes. Sur ces 10 minutes, je voulais avoir de vous l'idée que vous êtes 5 minutes. Vous êtes président de la République d'un pays qui peut être la France, mais ça peut être pas la France. Est-ce que vous avez une chose que vous pensez que ça pourrait changer immédiatement et que ça pourrait améliorer la parité et améliorer du coup la santé des entreprises, le financement des entreprises? Qui veut se lancer? Je ne vous l'avais pas dit en avance, mais comme ça, on a la surprise. Alors, pour me laisser le temps de réfléchir à la réponse, je peux vous dire ce que nous faisons, nous aussi, dans nos participations aujourd'hui. Dans le cadre de ce plan d'action en termes de RSE que nous demandons à nos participations d'adopter, nous leur proposons des critères. Et parmi ces critères, la question de la diversité joue un rôle important. Alors, c'est plus large que la parité, puisque ça inclut toutes les situations de discrimination potentielle, mais ça inclut donc la parité. Et donc, nous proposons comme critère de progrès pour nos participations d'arriver à une parité homme-femme dans l'entreprise, arriver à une égalité salariale, arriver à cette parité au sein du conseil d'administration, mais également au sein du COMEX ou des organes de décision ou des cadres supérieurs qui nous semblent encore plus importants. Et puis des critères un petit peu plus originaux, comme par exemple faire visionner à l'ensemble des salariés un film sur le plafond de verre qui permet aux salariés d'intégrer émotionnellement la violence de la non-parité, de la discrimination. Nous leur proposons aussi d'avoir recours à l'occasion de recrutement
à des cabinets spécialisés dans le recrutement de personnes potentiellement objets de discrimination. Donc ça peut être une personne handicapée, ça peut être différentes choses, ça peut être par exemple, il existe en France une association qui est spécialisée dans le recrutement de femmes de plus de 45 ans. Donc, je ne sais pas si j'ai la solution, Claudia, exactement à cette proposition. S'il n'y en avait qu'une, on l'aurait déjà faite, mais c'est déjà intéressant. Mais en tout cas, fixer des quotas en ayant réfléchi à ces quotas, et la question des COMEX qui a été évoquée récemment me semble extrêmement importante. Je crois que c'est la solution, et peut-être qu'il faudrait retenir ces quotas dans des écoles d'ingénieurs, dans des écoles de sélection des dirigeants administratifs. Voilà, donc je ne sais pas exactement lesquels, mais je passerai à l'idée de quotas supplémentaires. D'autres idées? Moi, j'ai l'impression qu'il faut que dans les financements, on ait toujours un angle genré, ou en tout cas qu'on y pense, qu'on le suggère. Donc ça, c'est déjà un peu comme on a un angle environment, sur l'environnement, il faut que systématiquement on ait cet angle genré. Je ne sais pas si Delphine, tu avais aussi un point? Oui, pour reprendre ce que tu disais, s'il y avait une seule solution, on l'aurait déjà appliquée. Non, en fait, il y en a sûrement plusieurs, il y a plusieurs leviers. Donc si je devais paraphraser, donc tu nous as dit de nous mettre dans les chaussures d'un président de la République, donc je vais juste me mettre dans les chaussures d'un Premier ministre anglais. Churchill, alors j'ai pas la citation exacte, hein, mais je vais paraphraser. Mais ce qu'il disait, c'est que on peut progresser sur ce qui se mesure. Et en fait, c'est ça l'enjeu, c'est de pouvoir mesurer et de pouvoir donc avoir des données qui nous permettent de constater en fait à quel point on est loin ou pas. Donc ça, c'est la première chose. Donc je trouve ça très bien, effectivement. Je trouve qu'il y a des progrès. Enfin, vous l'évoquiez, le cas sur le SSL avec des objectifs de parité, notamment dans le recrutement dans une société qui est industrielle et plutôt à prédominance ingénieur, donc ce qui rejoint ce que disait Fabie. Donc d'abord, les données. Et le deuxième point, ce serait l'éducation. Alors ça... donc on sort effectivement du monde financier et effectivement on est vraiment dans l'optique de quelqu'un qui se situe en tant que président de la République. Et oui, voilà, l'éducation, c'est de faire en sorte d'amener en fait la société à considérer que c'est pas seulement la femme qui doit concilier vie professionnelle et vie personnelle. Exactement. Et c'est tout. J'allais dire exactement comme Delphine. Pour moi, tout part de l'éducation. C'est par l'éducation qu'on déconstruit les stéréotypes. Et au-delà de la charge familiale, il y a aussi tout l'aspect, une femme peut aussi bien faire dans ce qu'on considère comme masculin qu'un garçon. Et donc, il ne faut pas hésiter à bien éduquer dès le départ. Tout à fait. Et je pense que tu seras d'accord, mais je pense... Oui, j'ai des garçons, donc éduquer les garçons aussi, parce que c'est bien. C'est bien d'éduquer les filles, mais si les garçons ne comprennent pas, ça va être problématique. Et puis aussi essayer de faire des contreparties. C'est-à-dire que, par exemple, le Next 40, c'est que des hommes. Ce ne sont des entreprises techno, c'est que des hommes. Le fait que la Banque en France pousse l'équivalent féminin, je trouve ça très bien, parce que ça va montrer aussi aux gens qu'il y a peut-être un petit sujet sur le Next 40. Voilà, donc, et puis effectivement, quota, quand on dit... que s'il y avait une chose à faire, elle serait déjà faite. Le truc qui est drôle, c'est que les quotas, on ne peut pas considérer que c'est fait. Et moi, je suis toujours assez étonné de la timidité avec laquelle on pousse des quotas qui sont rikiki, alors qu'en fait, on pourrait dire, enfin, les hommes, je pense, commencent à l'accepter plus ou moins, de dire, bon, bah, ok, il faut un temps, des quotas, et puis une fois que ça sera fait et que les réseaux seront faits, bah, dans ce cas-là, on pourra revenir à une forme de normalité, mais c'est pas très grave. Je suis d'accord avec vous tous. Du coup, on comprend que la finance a vraiment un levier transformateur de la société. Et donc, c'est un peu à nous, acteurs financiers, de pouvoir le faire. Donc, merci d'être venu ici. Et je pense qu'on va continuer le travail entrepris. Et puis, évidemment, vous qui êtes en ligne, donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions. Et puis, travaillons ensemble, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Merci à tous. Merci. Je pense que c'est cette intuition, cette posture dans laquelle souvent on se met, on se dit non, je peux pas, non, je vais pas le faire. Et on s'est lancé dans une aventure qui était extraordinaire. J'ai eu l'occasion de partir
à Miami. L'opportunité se présente d'assister au International Women's Forum World Conference qui avait lieu cette année à Miami. J'y vais, je ne connais personne. J'arrive dans la salle de conférence de cet hôtel, immense salle. Je regarde, je surveille et je vois une dame assise à une table et une place à côté d'elle. Et là, je pense que c'est ma petite voix qui me dit « il faut y aller ». Je m'assieds à côté d'elle, une avocate de New York, installée depuis longtemps à Miami. On échange, on participe à la conférence. À la fin, elle me dit de manière complètement naturelle et assez, disons, typique « Oh, we must have lunch together ». Et là, je me dis « Ok, est-ce que je mets cette rencontre et cette conférence dans le tiroir? Ouais, c'était vachement bien, j'ai rencontré des personnes, c'était super, et hop, Ou est-ce que je poursuis? Quelque chose m'a poussée à prendre contact. On a déjeuné ensemble. C'était quelqu'un quand même d'assez impressionnant. Elle me présente 2 autres femmes et on parle d'un projet. Et là aussi, il faut que je prenne une décision. J'y vais ou pas? Qu'est-ce qui fait que j'y vais ou pas? Et c'est vachement difficile à décrire parce que là aussi, je pense que c'est cette intuition, cette posture dans laquelle souvent on se met, on se dit non, non, ah non, je peux pas, non, non, je vais pas le faire. L'énergie autour de cette rencontre avec ces 2 autres femmes, on était 4 femmes, m'a amenée, m'a ouvert des portes et ensemble, on a travaillé, on a échangé et on s'est lancé dans une aventure qui était extraordinaire. On a créé la première conférence TEDx à Miami. Et pour moi, c'était une porte ouverte à des rencontres incroyables. Et quand j'y pense, c'était vraiment cette rencontre qui était le catalyseur de ce moment. Pourquoi j'ai envie de raconter ça? Parce que je trouve que souvent, on est freiné par soi-même. Elle va me trouver ridicule. J'ai rien à apporter. Et en fait, c'est pas vrai. Et je pense que la rencontre qu'on peut avoir à n'importe quel moment de sa vie professionnelle, il faut le regarder comme quelque chose qui est une ouverture. Donc, il faut réfléchir à ces rencontres. Et qu'est-ce qu'on fait avec une rencontre? La rencontre n'est que le début. On peut être le moteur derrière quelque chose qui va se passer qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. Il faut avoir le courage et la persévérance de se dire « oui, ok, j'y vais ». Une simple rencontre peut avoir tellement de résultats. Il ne faut pas hésiter, quoi. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas le faire qu'on ne peut pas le faire. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas le titre qu'on ne peut pas l'être. À un moment, j'ouvre cette garde-robe, ça me saute aux yeux que cette garde-robe parle de tout sauf de moi. J'ai commencé ma carrière dans l'humanitaire, donc on était très loin des talons hauts et des chemisiers. Après, j'ai travaillé 3 ans sur un barrage dans le Grand Nord du Canada. Et puis après, voilà, j'ai commencé donc en 2006 dans ce cabinet d'avocats, dans lequel j'ai gravi les échelons petit à petit. Et au départ, je suis arrivée vraiment avec le dress code d'une très jeune femme, avec peu d'expérience dans ce milieu-là. J'arrivais d'un chantier, donc l'image que j'aime à dire, c'est que je suis un petit peu arrivée dans ce cabinet avec mes bottes et mon casque. Et puis, j'avais pas forcément tout de suite perçu qu'au niveau du dress code, il y avait une façon particulière de s'habiller. Les premières années, j'avais un poste moins important. Donc je m'autorisais plus à m'habiller comme une jeune femme de son temps. Après, je suis passée secrétaire générale et c'est à ce moment-là que je pense ma garde-robe a vraiment évolué pour aller dans des tenues beaucoup plus strictes. Il s'agissait de contenir un peu la Ségolène que je suis, qui peut être très spontanée, dire un petit peu tout ce qu'elle pense au moment où elle le pense. Et du coup, ça se voyait aussi sur ma façon de m'habiller.
Je ne sais pas si c'est spécialement ce qu'on attendait de moi. En tout cas, ça ne m'a jamais été formulé comme une demande, même si on a pu, dans le cadre de mon travail, m'offrir ces premières chemises, notamment à boutons de manchette, qui pour moi avaient quelque chose d'assez rigolo au début. Donc je suis dans un métier d'image et j'ai pensé à ce moment-là qu'il fallait que je me conforme à la façon dont étaient habillées les personnes autour de moi ou les personnes que je considérais détenir du pouvoir et qui étaient pour la plupart des hommes. Ma petite voix, à ce moment-là, je ne l'écoute pas. Cette petite voix, je l'étouffe de façon très inconsciente et aussi très, très douce. Il n'y a aucune violence, je le vis bien. À un moment, j'ouvre cette garde-robe, ça me saute aux yeux que cette garde-robe parle de tout sauf de moi. Et il y avait des costumes, des tailleurs, des chemises avec des cols rigides et des boutons de manchette. Et je me suis dit que c'était peut-être dommage d'avoir endossé comme ça un costume très masculin. C'est à ce moment-là que la petite voix reprend le dessus et que je considère que finalement, j'ai pas besoin de cet habit-là pour remplir les fonctions qui m'ont été confiées. Et c'est finalement au moment où je vais passer directrice générale que je vais pouvoir me libérer de ce carcan que je m'étais moi-même imposé et que je vais pouvoir m'affranchir du regard des autres. J'ai décidé d'offrir Ségolène telle qu'elle est, telle qu'elle aime aussi se voir et se percevoir. Et je pense que c'est en étant au plus proche de la personne qu'on est fondamentalement qu'on peut être le plus en connexion avec la personne avec qui on interagit. Que ce soit les personnes avec qui je travaille au cabinet ou que ce soit mes clients aussi. Donc, ce qui fait que j'ai la sensation d'avoir aujourd'hui une relation beaucoup plus profonde. Je suis extrêmement naturelle et je pense que c'est quelque chose qui leur plaît. Je pense que c'était nécessaire et c'était nécessaire d'en passer par là pour être d'autant plus à l'aise dans mes habits aujourd'hui. Et puis du coup, ça me permet aussi d'avoir plus d'indulgence vis-à-vis des femmes qui sont plus jeunes que moi, qui s'imposent ce type de costume et à qui je peux aller dire écoute, si tu as envie de faire tomber la veste, ton salaire ne sera pas moins élevé à la fin du mois. On parle souvent de ce plafond de verre féminin. J'ai eu des moments où je me suis dit, il faut que j'ose. Je me suis retrouvée dans un grand groupe d'assurance vie où j'y ai fait toute ma carrière. J'ai pu changer de métier, m'amuser, manager, jusqu'à ce que j'ai en charge toute l'épargne au comité exécutif. Je gagnais très très bien ma vie, tout était très facile. Mais j'avais cette petite voix qui depuis le début me disait l'entrepreneuriat, ça peut quand même être quelque chose de sympa. Tu sais mettre les mains dans le cambouis, tu aimes construire. L'humain, ça a toujours été le cœur de ma motivation. J'ai toujours dit je bosse plus pour mes équipes que mes patrons. Et j'avais le sentiment que je n'apportais plus à mes équipes. Et je me suis dit, 52 ans, j'ai encore au moins 15 ans à travailler. Je suis en train de m'énerver, c'est pas moi, je leur apporte plus, je les fais pas grandir. C'est vraiment un des premiers déclencheurs qui m'a fait dire, vas-y, tu progresseras plus. J'avais toujours dit à mes équipes, bougez quoi. N'hésitez pas, vous avez la chance de changer de métier sans prendre trop de risques. Allez-y, faites des mobilités internes, etc. Et je me suis dit, mais si je suis pas exemplaire moi-même, et donc 52 ans, une petite voix m'a dit, l'entrepreneuriat, c'est maintenant. Et quelqu'un est venu me dire, écoute, on va monter une société de gestion immobilière, un domaine qui n'était quand même pas mon cœur de métier. Je te fais confiance, on y va, on se lance. Et donc, j'ai démissionné de ce grand groupe d'assurance vie, donc une vraie démission, sans chèque, sans rien, pour me lancer dans l'entrepreneuriat, dans une société de gestion immobilière. Après, vous prenez une grande respiration le jour où vous donnez la lettre, vous dites, je démissionne. Et puis on vous dit, t'es sûr, t'es sûr. Et là, tu te dis, non, ne change pas d'avis, ne change pas d'avis. Il ne faut pas trop hésiter. Je pense qu'à un moment donné, une fois que vous avez pris votre respiration, faut y aller, quoi. On parle souvent de ce plafond de verre féminin. J'ai eu des moments où je me suis dit, il faut que j'ose. Je me souviens encore, à 25 ans, demander ma première promotion. On me dit non. Et je me mets à pleurer toutes les larmes de mon corps, ce qu'on déteste. On se dit, mais vraiment, mais il faut être cruche pour se mettre à pleurer. Et au final, j'ai pas eu la promotion, c'est pas grave. Je suis partie, je suis allée dans une autre entreprise. La première année, j'ai dit, bon, j'aimerais bien être au comité exécutif. Et on m'a dit non. Bon, là, j'ai pas pleuré cette fois-ci-là, comme je grandis. Et la deuxième année, on me dit, je te propose d'y rentrer. Et là, mon premier réflexe, c'est de dire, j'espère que c'est pas parce que je suis une femme.
Alors je pense que là, leurs bras leur sont tombés. Et en fait, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, surtout aux jeunes femmes, faut oser, quoi. N'attendons pas d'avoir 80%, 90% des compétences pour postuler. Et il faut y aller. J'allais du milieu de l'assurance pour aller dans le milieu de l'immobilier. Je me suis dit, t'es gonflé quand même, tu connais 20%, 30%. Et ben, j'y suis allée, j'ai recruté des gens qui connaissaient. Et puis de temps en temps, vous raterez. Je veux dire, quand j'ai pleuré, que j'ai pas eu ma promotion, bon, ben, c'est pas grave. Et encore aujourd'hui, je pense que de temps en temps, j'ai l'alarme facile. Et ben, je me dépêche de sortir. Je me souviens une fois, voilà, en comité de direction, je sentais que ça allait monter, je respire. Je me dépêche, je me dis, je sors. Je lui dis que je vais aller aux toilettes et la porte ne s'ouvre pas. Et là, c'était trop tard. Tout le monde a vu que je me suis mise à pleurer et je suis repartie. Mais ça ne m'a jamais empêché de progresser puisqu'ils m'ont nommé comité exécutif. Je suis quelqu'un de reconnu sur le marché. Peut-être plus pour mes valeurs humaines, ma motivation, mon embarquement. Et ça suffit pour réussir. L'entrepreneuriat, fallait s'y lancer. Je me suis lancée peut-être pas dans les meilleures conditions. On me dit c'est couillu, on va prendre le terme masculin. Et j'ai adoré et au final, je recommencerai encore. Le parcours est très important parce qu'il est toujours initiatique. On dit souvent que tout est dans l'enfance. Et je crois que ce fut le cas pour moi. À l'âge de 14 ans, j'ai effectué un voyage scolaire à Rome avec ma classe. Et j'ai découvert à ce moment-là quelle était ma vocation. Je suis rentrée de Rome et je suis allée voir mon curé de paroisse et je lui ai dit « Voilà, je sais ce que je veux faire. Je veux être nonce apostolique. » Alors il m'a regardée avec des yeux ronds et il m'a dit « Mais enfin, Hélène, tu sais bien que ce n'est pas possible. » Je lui ai dit « Mais pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible ?»« Mais parce que tu es une femme. » Un nonce apostolique, c'est un ambassadeur du Vatican. Donc c'est un diplomate dans le monde de la chrétienté. Et pour moi, c'était l'équation absolue, parfaite, qui réconciliait tous mes désirs et toutes mes aspirations. Parce qu'à cet âge relativement jeune, je savais que je voulais être une diplomate. Je voulais partir à la rencontre des autres cultures, les découvrir, les explorer et puis aussi présenter ma propre culture à ces autres cultures. Mais je trouvais que l'effectuer cette mission-là à l'échelle d'un État était très limité. Peut-être parce que moi-même j'étais double nationale, peut-être aussi parce que j'étais née sur une frontière et que je voyais bien que les frontières n'avaient pas beaucoup de sens. C'est quand même un paradoxe, si jeune, d'être confrontée au fait que dans son univers culturel, parce qu'on est une femme, on habite un corps de femme, des portes se ferment, ou tout du moins on vous dit « Ah mais non, ce n'est pas possible pour toi d'écouter cette voix, cette petite voix qui t'appelle. Tu ne peux pas rentrer dans ces fonctions. » Et bien sûr, des centaines et des milliers de femmes rencontrent cet obstacle pour toutes sortes de métiers. Quand vous avez un rapport intime soudainement avec un message, ce message, il vous porte et il vous irrigue et il vous inspire. C'est cette voix, justement, c'est cette vocation qui naît en vous. Alors, ça peut être un artiste qui décide de devenir un danseur ou un peintre, etc. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur de soi. Et je me suis dit, de toutes les manières, je vais être ce nonce, c'est-à-dire je vais être ce représentant de ce message de paix d'une autre manière, de façon discrète et de façon diffuse. Et c'est comme ça que j'ai fait ce parcours diplomatique qui ne servait pas un État particulier, mais plusieurs. Et aujourd'hui, je sers une organisation internationale non gouvernementale, avec toujours à l'intérieur de moi cette éthique profonde. En 2017, j'ai écrit un ouvrage. Un livre, c'est toujours quand même une belle façon d'exprimer une voix et de rencontrer d'autres voix et de pouvoir ouvrir des voies. Et puis, plus récemment, j'ai cofondé avec d'autres femmes en France un collectif qui est devenu une association qui s'appelle Toutes Apôtres. Cette association a pour but d'enclencher des actions concrètes de par le monde pour permettre aux femmes d'accéder aux mêmes fonctions de leader spirituel dans leur communauté, spirituelle quelle qu'elle soit. Un obstacle pour répondre à cette voix qui m'appelait à cette fonction dans mon univers culturel enfantin, j'ai fait tout un parcours de vie pour arriver à comprendre
qu'il fallait que cette voix puisse être entendue par des millions de femmes sur la Terre. Une fois qu'on a dit qu'on n'est pas très heureux, qu'on est convaincu que oui, il faut faire autre chose, la question c'est quoi? Même si au cours de ma carrière, j'ai fait des postes différents, bon, c'était toujours dans l'informatique, sur des applications différentes, des projets différents, des équipes qui allaient de 5 personnes à 500 personnes, mais à la fin, c'était toujours un peu pareil. Et en fait, je suis quelqu'un qui a des valeurs personnelles assez fortes. Et je pense que plus je vieillissais, moins j'acceptais que ces valeurs soient pas bien respectées. On va dire ça comme ça. Peut-être que quand j'avais 20 ans, j'étais dans un mindset différent. À 30 ans, peut-être j'ai avalé un peu des couleuvres pour faire des choses. Et peut-être à 40, un petit peu moins. Et puis à 50. Une petite voix me disait « Est-ce que vraiment tu es heureuse dans ce que tu fais ?» Je trouvais que le monde de l'entreprise en général devenait très dur. Ok, c'est du business, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais moi je crois beaucoup à la bienveillance, je suis très transparente, je crois beaucoup à l'honnêteté. Et je voyais quand même beaucoup un écosystème qui ne respectait pas ça et je me sentais plus très à l'aise. Et une fois qu'on a dit qu'on n'est pas très heureux, qu'on est convaincu que oui, il faut faire autre chose, la question c'est quoi? Et là, c'est compliqué parce que quand vous avez 20 ans de carrière dans des grands groupes, vous êtes plus dans un mode « je donne des directives » que je fais. Je ne faisais plus, comme les Américains disent, je n'étais plus un doer, j'étais un thinker, mais je ne faisais plus. Et donc quand on se dit où est-ce que je suis bonne? C'est quoi mes qualités? Et en fait, je suis passée par un sas de me dire qu'est-ce que je peux faire? Entre-temps, j'ai rencontré Philippe et là il me dit viens on va créer un truc ensemble, on va allier la technologie et l'impact, on va faire des trucs pour les femmes. Lui il avait déjà créé 4 ou 5 boîtes, moi j'avais jamais fait. Je suis quand même assez cartésienne comme personne et donc je suis passée par un sas de 1 an où j'ai voulu explorer toutes les pistes pour être sûre que c'était la bonne piste. J'avais vraiment besoin de faire ça. Donc ça veut dire pour moi, dans le cadre où j'étais, c'est dire bon, ok, là je suis DSI, Europe, c'est peut-être la boîte qui me plaît plus, mais peut-être que le rôle de DSI, je continue à adorer. Donc je me suis mise sur le marché. Et quand au deuxième poste, j'ai dit non, en plus c'était un poste mieux payé, c'était même DSI Monde, là je me suis dit bon, c'est pas la boîte, c'est DSI qui te plaît. Donc je suis passée par un deuxième sas, dire bon, et si je faisais freelance comme pas mal d'amis? Donc j'ai fait freelance pendant 6 mois. Mais en fait, je n'avais pas percuté que quand on fait freelance, alors ok, on a une certaine liberté, sauf qu'il faut se vendre. Et là, vendre un projet, je sais faire. Vendre Isabelle, je ne sais pas trop faire. Et puis, l'idée d'Isaïd commençait un peu à germer, donc je faisais de moins en moins d'heures de freelance. Et puis un jour, ça devenait trop compliqué. J'étais à la Défense, chez un grand de l'assureur. L'après-midi, je travaillais pour Isaïd. C'était trop. Donc voilà, un matin, j'ai dit, let's go. Et j'y suis allée. Un petit peu la boule au ventre. Parce qu'on est un peu loqué dans son monde. Il n'y a pas de job qui coche tout. En fait, il faut se donner des priorités et à chaque âge, les priorités changent. Aujourd'hui, moi, ma priorité, c'est de me dire, j'ai exploré un truc nouveau. Je suis super fière de moi parce que je ne pensais pas que je pouvais le faire, je l'ai fait. 2, ces 1000 femmes, quand je les vois, ce qu'elles racontent grâce au travail qu'elles ont eu, de ce qu'elles peuvent faire, voilà, ça me booste le matin, même si des fois il y a des journées, ça ne me plaît pas toujours ce que je fais. Et voilà, j'ai l'impression de contribuer à rendre le monde un peu meilleur. Ça me booste et c'est en accord avec ce que j'ai envie d'être moi aujourd'hui. Je suis contente d'avoir écouté cette voix et d'avoir été jusqu'au bout de l'histoire. Gilead Sciences est une entreprise pharmaceutique innovante, engagée pour une action positive sur la santé dans le monde et organisée autour de 5 valeurs clés. Travail d'équipe, intégrité,
responsabilité, excellence et inclusion. Ces valeurs cardinales nous guident dans notre façon de travailler et d'interagir au quotidien. L'égalité professionnelle n'est pas une option, c'est une nécessité. Elle repose sur la confiance et la conviction que la compétence n'est pas une affaire de genre, mais un atout qui doit être entretenu et nourri tout au long du parcours professionnel. Gilead France, c'est un collectif composé à 70% de femmes, avec un management intermédiaire et un comité de direction paritaire. C'est une fierté, mais surtout c'est une force. Pour autant, nous savons qu'il est toujours possible de faire mieux, d'aller encore plus loin sur les représentations équilibrées des femmes et des hommes, sur les parcours, le développement, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle de nos collaborateurs. Pour que tous, hommes comme femmes, aient les mêmes chances de s'y épanouir et d'y progresser. La richesse de Gilead France, c'est d'abord nous toutes et tous et la diversité qui nous caractérise. Notre engagement cette année auprès des Assises de la parité est la continuité de nombreux projets mis en place dans l'entreprise autour des sujets de diversité et d'inclusion. Notre participation sera l'occasion de partager notre expérience avec celle d'autres entreprises et organisations, d'aller chercher de bonnes pratiques et de travailler sur une feuille de route encore plus ambitieuse. La parité, c'est l'affaire de tous. Nous avons besoin de vous toutes et tous, de votre engagement, de vos idées, mais aussi de vos feedbacks positifs comme négatifs. C'est ainsi que nous réussirons collectivement. Rendez-vous le 28 juin et après sur le site des Assises de la parité 2022 pour s'informer et partager des idées. Ensemble, accélérons le mouvement.